Vous êtes bien sur la télévision du Burkina à la une de ce 13h. Arrivé à Dakar hier pour une visite d'amitié et de travail, le président du Faso a été fait Grand Croix de l'Ordre national du Lion, une distinction honorifique qui marque un tournant décisif dans les relations de coopération entre le Burkina et le Sénégal. Les échos en début de journal. Dans cette édition, nous irons à la découverte de la nouvelle directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, 45 ans, ancienne ministre française de la Culture. Son objectif à présent, restaurer l'efficacité et la crédibilité de l'UNESCO. Mais avant, nous parlerons de la 4e grande conférence de l'Association panafricaine pour le contrôle des moustiques PAMCA qui se tiendra du 16 au 18 octobre prochain. Et nous recevons sur ce plateau le docteur Abdoulaye Diabaté, président du PAMCA, section Burkina Faso. Bienvenue, docteur. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Et c'est dans la capitale sénégalaise que nous ouvrons ce journal. Le président du Faso y est depuis hier pour une visite de travail et d'amitié. En guise de la bonne santé des relations entre Ouagadougou et Dakar, Roch Marc Christian Kaboré a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Lion. La cérémonie de décoration avec nos envoyés spéciaux urbains Benito Somé et Marguerite Douagnon. Le président du Faso, élevé à la dignité de la Grande Croix nationale de l'Ordre du Lion, c'est le fait marquant de ce premier jour de la visite officielle du chef de l'État burkinabé à Dakar. C'est un moment qui donne un nouveau tournant dans les relations de coopération entre le Sénégal et le Burkina Faso, une coopération qui repart sur de nouvelles bases avec des engagements forts, chaque partie affichant la volonté de s'inspirer du modèle de développement de l'autre. Il s'agira pour nous d'avoir un échange d'expériences, un échange de bonnes pratiques qui vont nous permettre certainement d'améliorer la mise en œuvre de nos différents programmes. Et c'est une coopération qui se consolide d'ores et déjà avec la séance de travail sur place qui réunit les deux ministres en charge des Affaires étrangères et qui aboutit à la signature de 3 accords sous le regard plutôt satisfait des dirigeants burkinabés et sénégalais. Des accords de coopération dans les domaines de l'éducation, la justice, mais surtout la sécurité. Et vu les défis qui sont énormes à relever dans le domaine, dans la sous-région, on note la détermination du Sénégal à jouer davantage sa partition dans le combat contre le terrorisme. Nous sommes aujourd'hui présents au Mali, dès le début de la crise, avant même que les Nations Unies n'interviennent. Par solidarité, nos pays avaient, à travers la MISMA, qui était une mission de soutien pour la lutte contre le terrorisme au Mali, nous avions donc volontairement envoyé à l'époque près de 600 hommes, tout comme la plupart des pays comme le Burkina Faso et le Niger. Par la suite, les Nations Unies, à travers la MINUSMA, sont venus prendre le relais et nous sommes présents avec 2 QRF, donc, qui sont des forces de réaction rapide, qui sont en train d'être déployés. La soirée s'achève par un dîner convivial organisé par Macky Sall à l'honneur de son hôte du jour et sa délégation. Le président Roch Marc Christian Kaboré saisit la balle au bond pour inviter à son tour son homologue à une visite officielle au Burkina Faso. On reste à Dakar sur les pas du président Roch Marc Christian Kaboré, une visite de travail qui sera matérialisée par la signature de nombreux accords de coopération bilatérale entre le Sénégal et le Burkina. Éducation, sécurité et justice, vous l'avez suivi. Les grandes lignes de cette coopération bilatérale ont été déclinées à la presse. Une opportunité pour nos confrères les journalistes de titiller le président du Faso sur la liberté provisoire accordée cette semaine au général Djibril Bassolé. La célébration du 30e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara était également au menu. Les précisions du président Roch Marc Christian Kaboré sur des propos recueillis par Urbain Benito Somé et Marguerite Douagnon. 30 ans après, la mémoire de cet homme est restée vivace au sein du peuple burkinabé parce qu'il a pu engager une vision, il a pu engager des réformes qui consistait à faire en sorte que le Burkina Faso et l'Afrique puissent se développer en comptant sur ses propres forces. C'est vrai que, comme vous le savez, depuis 1960,
beaucoup de visionnaires africains se sont battus dans ce sens pour l'intégration africaine, pour la défense des valeurs africaines, pour l'intégrité, pour le travail. Je crois que c'est des valeurs qui traversent des âges et qui, après nous, vont continuer à inspirer des générations. Le second aspect qui concerne le général Djibril Bassolé, en tant que chef d'État, évidemment, je m'abstiens de commenter des décisions de justice. Et ce que je sais, c'est que pour l'instant, il est en résidence surveillée sous le contrôle de l'armée. Donc, de ce point de vue-là, les hypothèses qui sont développées, pour l'instant, pour moi, sont de vue de l'esprit. Voilà la réaction du président du Faso à Dakar. Demain, 15 octobre, cela fait déjà 30 ans que le père de la révolution d'août 83 a été arraché de force à l'affection des Burkinabés. Et si on apprenait davantage sur la vie de l'homme, des anecdotes sur ses faits et gestes, 10 petites histoires de la légende Sankara. C'est l'intitulé du deuxième ouvrage de l'écrivain Gendé Bonzi. On en saura plus avec Konsoul Nkoulbali et Vincent Kendrebeogo. 10 petites histoires de la légende Sankara, c'est le titre du nouveau livre de Gendé Bonzi. Cet ouvrage de 97 pages est un recueil d'anecdotes sur les faits et gestes du père de la révolution burkinabé de 1983 à 87. Le pont de Sankara, Sankara dans les grottes sacrées de Gawa, Sankara aux manettes d'un bulldozer, ce sont autant d'histoires racontées dans ce livre. Un livre dans lequel même les coqs ont chanté la patrie ou la mort. La légende Sankara. Une légende, ça se raconte. Or, il y a beaucoup d'histoires qui se racontent sur cet homme exceptionnel. Donc, j'ai eu l'idée de rassembler quelques-unes de ces histoires, voilà, par écrit, afin de les partager avec les autres. Sankara, la légende, révèle plusieurs aspects sémiologiques et plonge ses lecteurs dans des signes et des symboles, selon le littéraire Draman Konaté. 1987, sémiologiquement parlant, le 7 qui boucle l'année de son décès est le symbole de l'épée. Le symbole de l'épée qui est un signe ambivalent. Ça veut dire quoi? Que le 7 renvoie à l'épée qui tue. Il est mort d'une mort violente. Le 7 renvoie à ce preux chevalier qui se bat pour la justice, qui se bat pour l'équité, qui se bat pour que son peuple puisse vivre libre. 10 petites histoires de la légende Sankara est disponible en librairie au prix de 2000 francs CFA. Inspecteur de l'enseignement du premier degré, Gendé Bonzi est également auteur de souvenirs de la Révolution. Dans tout autre registre, la saison pluvieuse s'achève à présent. Le ministre de l'eau et de l'assainissement vient aussi d'achever sa ronde dans la région du Nord. Une tournée qui a conduit Ambroise Ouedraogo à Giti dans le Yatenga et à Bangassé dans le Zandoma. Outre les échanges avec les différents acteurs, il s'est réjoui du niveau d'exécution des travaux entrepris par son département. Le compte rendu de Irénée Kaboré et Herman Nestor Toué. Niouga Ambroise Ouedraogo sur les berges du barrage de Giti dans le Yatenga. Le ministre de l'eau et de l'assainissement est venu constater l'état de finition de l'infrastructure qui a connu un grand retard dans son exécution. Il y a eu un problème qui s'est posé, à savoir que la finalisation de ce barrage allait entraîner l'inondation de la route nationale numéro 15. Il y a eu aussi à un moment donné un problème de budget. Tous ces phénomènes ensemble, nous pouvons justifier le temps qui a été mis donc, depuis mai 2009 au 30 juin 2017 pour la réception provisoire. D'une capacité de 44 millions de mètres cubes, la réalisation de ce barrage constitue un soulagement pour la population ainsi que pour les visiteurs du jour. C'est vraiment une grande étape que nous avons atteint dans l'objectif global qui a guidé à la construction de ce barrage. Parce que vous savez, dans notre pays, tous les barrages sont à usage multiple. Le plan d'eau, la quantité d'eau de plus de 40 millions de mètres cubes qui se retrouve derrière la digue va servir à tout. Même si on creuse quelques mètres, on peut avoir l'eau là. Pour construire, c'est facile. Et pour travailler, toutes les choses qu'on doit travailler avec l'eau là, c'est facile. Même pour faire des jardinages. Bangassé dans le Zondoma.
Ici, au Centre de santé et de promotion sociale, l'ordre du jour a apprécié le niveau d'exécution des 2 blocs de latrines financés par l'UNICEF. Nous étions vraiment dans le besoin. On n'était qu'une seule force qu'on en avait pour la maternité et pour le dispensaire. Elle est la bienvenue et nous en ferons bon usage. Cela permettra aussi d'éviter beaucoup d'infections comme les ISC. Le ministre Ambroise Ouedraogo a aussi mis à profit son séjour pour s'enquérir des préoccupations des populations ainsi que de ses services déconcentrés du Nord. Autre point de l'actualité, nous parlons de la protection et de la promotion des droits des personnes en situation de handicap. La question était jeudi au cœur de la rencontre du Conseil multisectoriel des membres du SPE Commude Handicap. Ils ont à l'occasion amendé et validé le projet sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Roger Bembamba, Oumou Sissé. Réunis ici en atelier, les membres du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, Commude Handicap, sont appelés à valider le projet de rapport sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ce projet de loi qui consiste à défendre les causes des handicapés a été adopté le 15 mai 2012, conformément à l'article 33 de la Convention. Le rapport que le Burkina Faso devrait présenter aux Nations Unies, parce que comme vous le savez, le Burkina Faso a pris des engagements sur le plan international, dont la convention que nous avons ratifiée sur la promotion et la protection des personnes handicapées. Donc c'est le processus qui continue. Ainsi, au cours de leurs échanges, les participants examineront les différentes stratégies pour une meilleure intégration socio-économique des personnes handicapées. Ce rapport, en tout cas, permet de donner la vision du Burkina Faso en matière de promotion et de protection du handicap. Quelles ont été les faiblesses? Qu'est-ce qui doit être renforcé? Et aussi, ça marque l'engagement du Burkina à travailler dans l'inclusion et aussi à travailler pour que les droits des personnes handicapées soient respectés à tous les niveaux. Ce projet est financé à plus de 30 millions de francs CFA par les partenaires financiers. La contribution du gouvernement burkinabé est de 17 millions de francs CFA. Après Ouagadougou, c'est Bobo Dioulasso qui prend la relève pour la 2e édition des journées portes ouvertes du Centre national de recherche scientifique et technologique. L'objectif étant de présenter au grand public les travaux de recherche, disons les exploits de nos chercheurs en matière d'agriculture, de l'environnement, de la santé et de la science appliquée. Le reportage est signé Hassan Gourabou et Moumouni Baro. Des résultats phares dans le domaine agricole et environnemental, tels que la production de semences de variétés améliorées et l'amélioration de la productivité et la compétitivité agro-silvo-pastorale, des trouvailles dans le secteur de la santé ainsi que des sciences appliquées et des technologies, sans oublier les sciences des sociétés. Ce sont entre autres quelques acquis de la recherche scientifique pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Nous avons péché par notre modestie, qui fait que pendant longtemps, on a laissé les autres parler à notre place. Ça donnait l'impression qu'on ne faisait rien, mais on commence à parler de nous-mêmes et on va assommer tous ceux qui pensent qu'on ne fait rien par des résultats et des résultats très sérieux qui vont permettre de transformer fondamentalement le tissu socio-économique de notre pays. Le comité d'organisation a placé le parrainage de cette 2e édition des journées portes ouvertes sous la responsabilité du directeur général de la Sofitex pour son expérience dans le domaine du coton, fruit de la recherche. La filière coton est donc dans une dynamique de partenariat depuis pluriannuelle avec donc la recherche cotonnière et cela donc se fait donc à la satisfaction des producteurs et cela est perceptible, les résultats sont perceptibles tout aussi bien en ce qui concerne l'amélioration des approches culturelles qu'en ce qui concerne également la productivité dans les parcelles.
Avant la visite des stands, les différents intervenants ont eu l'occasion de magnifier le travail des chercheurs burkinabés et le ministre Al-Kassoum de les inviter à plus d'engagement pour relever les défis, car, dit-il, le CNRST va continuer d'écrire ses lettres de noblesse. À l'occasion, 50 chercheurs lauréats au CAMES 2017, dont 2 directeurs de recherche, ont reçu une marque de reconnaissance du CNRST. On reste dans le registre recherche, mais cette fois pour barrer la route au paludisme et aux autres maladies à transmission vectorielle. Et on en parle avec le docteur Abdoulaye Diabaté. Il est le président du PAMCA section Burkina Faso et avec lui, il sera question de la 4e grande conférence de l'association panafricaine pour le contrôle des moustiques. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a motivé la création d'une telle association? Alors déjà, dans un premier temps, il faut dire en fait que PAMCA tient pour la Pan-African Mosquito Control Association. Donc c'est une organisation panafricaine qui a pour vocation de promouvoir surtout la recherche sur les maladies à transmission vectorielle, mais aussi et surtout de promouvoir, je dirais surtout le contrôle de ces maladies vectorielles. Maintenant, pour quiconque réellement en fait regarde un peu le paysage des maladies à transmission vectorielle en Afrique et surtout au Burkina, donc j'ai cité le paludisme, vous avez Zika très récemment, vous avez la dengue, vous avez également la fièvre jaune et j'en passe. Donc il était vraiment essentiel pour nous en fait de mettre quelque chose en place qui puisse nous permettre d'aller un peu dans ce sens-là. Donc l'objectif ultime surtout de PAMCA, c'est de travailler surtout, de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut réduire le fardeau de ces différentes maladies au Burkina Faso. Et cela ne pourra se faire que lorsque nous allons vraiment avoir, je dirais, une masse critique de chercheurs africains et surtout de professionnels de la santé suffisamment outillés pour pouvoir réfléchir et s'attaquer justement à ces problèmes-là. PAMCA a une envergure internationale. Et combien de pays sont concernés? Pratiquement, il faut dire en fait que PAMCA est à l'échelle du continent africain. Donc il a été pratiquement créé en 2009. Le siège est à Nairobi. Et maintenant, là, il y a différentes sections de PAMCA qui ont été créées, dont effectivement la section du Kenya, vous avez la section également de la Tanzanie, vous avez la section du Nigeria et vous avez la section du Burkina Faso. Bien d'autres sections vont se créer. Mais ce que nous comptons faire, c'est que très bientôt, d'ailleurs, en fait, nous allons installer la section, le bureau régional de PAMCA pour l'Afrique de l'Ouest et en collaboration avec le NEPAD. Tantôt, on parlait du paludisme, de la dengue, de Zika. Ce sont des problèmes de santé publique au Burkina. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'ampleur ici au Faso? Alors, prenons déjà en fait le paludisme qui est la maladie phare assez souvent, puisqu'en fait c'est la première cour de consultation dans les centres de formation sanitaire. Il y a des années en arrière, pratiquement il y a 10 ans en arrière, pratiquement lorsqu'on parlait de paludisme, lorsqu'on regardait les statistiques, on était à peu près à 2 millions de cas de décès par an. Fort heureusement, il faut dire en fait que sur ces 10 dernières années, d'énormes progrès ont été faits. Et donc on se retrouve avec les statistiques maintenant qui annoncent moins de 500 000 cas de décès. Ce qui est vraiment d'énormes progrès. Et nous en sommes tous vraiment suffisamment contents et très fiers. Mais le problème, c'est que lorsque vous regardez effectivement ces statistiques, c'est suffisamment complexe. Parce qu'on a l'impression que lorsque vous regardez certaines régions de l'Afrique, effectivement, on a l'impression que le paludisme est en train de décroître. Mais malheureusement, vous avez certains pays, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, vous avez également le Togo et ainsi de suite. Donc pas mal de pays en Afrique de l'Ouest ici, où dans certaines régions, on a effectivement l'impression malheureusement que les cas de paludisme sont en train de s'empirer. Les raisons sont suffisamment complexes. Mais une des raisons essentielles, c'est surtout, vous savez, ce sont les moustiquaires et la pulvérisation intradomiciliaire que nous utilisons surtout comme moyen de prévention. Et les insecticides que nous utilisons justement sur ces moustiquaires et autres, malheureusement, on se rend compte que dans la plupart de nos régions, il y a une résistance vraiment très élevée de ces moustiques par rapport à ces insecticides. Ceci étant, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas les utiliser, mais ça nous pousse surtout à voir dans la mesure du possible quels sont les outils alternatifs que nous pouvons développer pour venir en complément de ce qui existe en ce moment. On sait que le département de la santé chaque année distribue des moustiquaires et ça dit que ces moustiquaires ne sont pas efficaces. Exactement, c'est ce que je disais parce qu'en fait, lorsque nous regardons, c'est-à-dire que lorsque nous réalisons en fait nos tests au niveau du laboratoire, les résultats que ça nous donne, ça montre en fait que les moustiques sont vraiment résistants. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est-à-dire qu'une moustiquaire n'est pas juste en fait la barrière physique. Bien sûr, vous avez la barrière physique, mais vous avez la barrière chimique également. Et même si les moustiques en fait développent une certaine résistance et ne sont plus du tout tués par ces insecticides, mais ils ont un effet répulsif pratiquement qui font que les moustiques peuvent les sentir à distance et donc s'en éloigner. Mais il est clair en fait que l'efficacité en fait qu'on attendait de ces moustiquaires, compte tenu en fait de la résistance que nous avons aujourd'hui,
on n'a pas la même efficacité. Mais ceci étant, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas les utiliser parce que nous n'avons pas d'autres alternatives sous la main. Et c'est la raison pour laquelle, justement, en fait, nous sommes en train de travailler au sein de PAMCA pour voir dans la mesure du possible quels sont les outils innovateurs pratiquement qui sont en place en ce moment, que nous pouvons enseigner à nos jeunes chercheurs et voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut effectivement mettre ces idées ensemble et venir avec des outils alternatifs qui pourront compenser ce qu'il y a déjà sur le terrain. D'accord. La rencontre de Ouagadougou, c'est du 16 au 18 octobre prochain. C'est une première. Tout à fait. Au Burkina ici. Oui. Et expliquez-nous un peu le thème. Alors le thème, alors je vais le lire, il est quand même relativement assez long. Ça veut dire du terrain au laboratoire et retour sur le terrain. Progrès vers l'élimination du paludisme et le contrôle d'autres maladies à transmission vectorielle. La raison pour nous à choisir ce thème-là est relativement assez simple. Presque partout maintenant, en fait, dans la communauté scientifique, on parle en réalité en fait d'élimination du paludisme. Mais tout commence sur le terrain. C'est-à-dire que c'est là-bas pratiquement en fait que nous avons les maladies et donc c'est sur le terrain effectivement que nous constatons les choses. Et c'est sur là-bas pratiquement des résultats que nous cueillons sur le terrain que nous répartons au labo pratiquement pour essayer de travailler, essayer de mettre quelque chose en place. Mais il faut savoir en fait que c'est un processus qui est dynamique, qui n'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que nous allons sur le terrain, nous recueillons des informations, revenons au labo, essayons de travailler pour mettre au point quelque chose que nous ramenons sur le terrain également, nous testons. Donc il y a ce ping-pong pratiquement entre le terrain et le labo justement pour pouvoir conduire à quelque chose qui pourra nous permettre quand même de pouvoir réduire en fait le fardeau de la maladie un jour. Au Burkina Faso, on sait bien que les chercheurs s'investissent beaucoup pour barrer la route au paludisme. Est-ce que dans le domaine, il y a une certaine synergie entre chercheurs? Absolument, absolument. Alors déjà, peut-être, je ne vais pas faire l'historique en fait de la recherche sur le paludisme, mais il faut déjà savoir en fait dans un premier temps en fait que les moustiquaires imprégnés d'insecticides que nous avons aujourd'hui et qui font pratiquement la fierté pratiquement, je dirais, de la communauté scientifique et qui sauvent des millions de vies, à la fois au Burkina et un peu partout, il faut savoir en fait que ces moustiquaires ont été mis au point par les chercheurs burkinabés à l'époque, en collaboration avec l'Orstom. Et ça a été testé dans un des villages pratiquement qui n'est pas très loin de Bobo. Alors il faut savoir en fait qu'on a une équipe pluridisciplinaire, pratiquement qui prend en compte à la fois les entomologistes, moi-même je suis entomologiste, mais également les parasitologistes. Et nous avons également certains de nos collègues pratiquement qui sont ici à Ouaga, à Nanoro, et qui travaillent également sur les aspects du vaccin. Comme vous le savez très bien, en fait, le vaccin RTSS a été testé ici il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pratiquement un ensemble de poules de chercheurs qui travaillent ensemble et qui mettent leur cerveau ensemble, justement pour, en synergie pour voir s'ils peuvent trouver des outils pratiquement qui nous permettront de réduire le fardeau effectivement de cette maladie. Qui est attendu à la rencontre de Ouagadougou? Alors, à la rencontre, déjà, il faut dire en fait que ça sera présidé par le ministre de la Recherche, des Enseignements supérieurs de la Recherche. Mais il faut dire en fait que tous ceux qui sont professionnels de la santé, et surtout également les chercheurs et les étudiants, sont fortement attendus. Parce que cette recherche, essentiellement, c'est pour permettre surtout de bâtir la capacité, comme on le dit en fait, le building capacity. C'est-à-dire que ce que nous voulons faire, c'est surtout de renforcer des capacités. Mais quand on parle de renforcement des capacités, c'est un terme suffisamment qui est assez pompeux, je dirais quelquefois, parce que ça renferme beaucoup de choses, mais assez souvent, ça sonne creux. Le renforcement des capacités, en fait, ne se réduit pas simplement, je dirais, à former des gens. Renforcer les capacités, c'est tout un ensemble de processus que vous devez mettre en place. Déjà, dans un premier temps, pour voir dans la mesure du possible comment est-ce que vous pouvez nourrir les ambitions d'une masse critique de chercheurs africains et aussi surtout créer un environnement idoine pratiquement qui puisse permettre au développement de la recherche et surtout pouvoir maintenir ces chercheurs chez eux et de pouvoir faire la recherche chez eux. Et c'est ce sur quoi en fait PAMCA est en train de travailler et c'est la raison d'être de PAMCA. Un rendez-vous de haut niveau, mais quels sont les enjeux de cette rencontre-là? Alors, les enjeux sont vraiment suffisamment grands parce que, comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui, quand on regarde effectivement les outils d'intervention, surtout prévention que nous avons à notre disposition, sont les moustiquaires et c'est ça la prolifération intradomiciliaire. Malheureusement, on a de la résistance un peu partout. Donc, il faut absolument trouver des outils alternatifs. Et trouver ces outils alternatifs, justement, il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, dans le pipeline de beaucoup de labos, il y a quand même pas mal d'outils innovateurs qui sont dans les pipelines que les gens sont en train de tester. Mais lorsqu'on regarde pratiquement ces outils et qu'on regarde également le paysage pratiquement de la connaissance sur l'utilisation de ces outils en Afrique, on se rend compte en fait qu'il y a un grand fossé. Et donc notre objectif essentiel surtout, c'est de pouvoir présenter ça au public, et surtout aux chercheurs, et surtout les jeunes chercheurs également en fait qui sont la génération future, et de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut les former et faire en sorte qu'ils puissent embrasser ces outils-là et être les acteurs de demain.
Merci, docteur. Je rappelle que la 4e grande conférence du PAMCA se tiendra du 16 au 18 octobre prochain ici à Ouagadougou. Docteur, restez avec nous pour la suite du journal. Et puis, vous le savez, les cantines scolaires est un élément de motivation pour certains élèves ici au Burkina. L'année dernière, l'Union nationale des producteurs du riz a livré près de 9000 tonnes de riz de vivres au ministère en charge de l'éducation. Les acteurs se sont donc retrouvés hier pour une rencontre bilan et parler davantage collaboration. Amadou Ilboudou, Zubaviel David Dabiré. Après une année d'approvisionnement des cantines scolaires en riz et niébé, l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina fait le bilan de son partenariat avec le MENA. Ce matin à Ouagadougou, les responsables des deux structures et leurs partenaires financiers tirent les leçons de cette première collaboration et ce, en vue d'améliorer les prestations à venir. L'UNPRB a été prudent dès le début. C'est une quantité initiale qui était beaucoup au départ. Et comme c'était une première opération, je pense que la structure a jugé nécessaire d'aller sur une petite quantité pour pouvoir répondre aux exigences. Cette première convention entre les deux parties a couvert les régions de la boucle du Moun, du centre-est et du centre-nord. Son exécution sur le terrain semble déjà porter des fruits. Le projet nous a permis aux producteurs, alors, dans un premier temps, d'avoir leur production écoulée et qui les a motivés à produire encore de plus. Il a été instruit de s'organiser de telle sorte que cette production locale, quels que soient les confins du Burkina Faso, puisse parvenir dans les écoles primaires, notamment au niveau de la cantine. Sur les 9000 tonnes qui ont été sollicitées, l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina Faso a pu effectivement mobiliser ces 9000 tonnes au profit des cantines scolaires. Et selon Yves Dambélé, les fonds de la deuxième phase sont déjà débloqués et les conventions d'achat de vivres pour les cantines scolaires sont désormais à la charge des communes. L'actualité internationale de cette édition nous conduit au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ancienne ministre française de la Culture, Audrey Azoulay a été élue directrice générale de l'UNESCO. Elle l'emporte avec 30 voix contre 28 pour son challenger, le Qatari Ahmed Al-Kawari. Son combat, dit-elle, restaurer l'efficacité et la crédibilité de l'UNESCO. Suivons. Audrey Azoulay, élue à la tête de l'UNESCO. L'ancienne ministre de la Culture de François Hollande s'est imposée de justesse face au Qatarien Ahmad Al-Kawari ce vendredi. Elle a recueilli 30 voix du Conseil exécutif et son adversaire 28. Une élection qui doit encore être validée par la conférence générale des États membres le 10 novembre prochain. Choisi par le Conseil. Si je suis confirmée, la première chose que je ferai sera de m'attacher à restaurer sa crédibilité, la confiance des États membres, son efficacité, afin qu'elle puisse agir parce qu'elle est la seule à pouvoir le faire de façon durable sur les enjeux qui sont ceux de notre monde. L'organisation, en proie aux difficultés économiques, a subi de nouvelles avaries avec le départ des États-Unis et d'Israël ce jeudi. Les deux pays accusent l'UNESCO d'opter pour un parti pris anti-israélien. Et puis Washington durcit le ton contre Téhéran hier. Le président Donald Trump a clairement affiché son refus de certifier l'accord sur le nucléaire iranien, une décision qui surprend tout de même les Nations Unies. Donald Trump remet officiellement en cause l'accord sur le nucléaire iranien. Au cours d'un discours très attendu, le président américain a annoncé son refus de certifier devant le Congrès cet accord qui vise à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, mais qui est à ses yeux nettement insuffisant et pas respecté par l'Iran. Le président Trump a présenté le régime de Téhéran comme une dictature et comme l'un des principaux soutiens du terrorisme dans le monde. Nous ne poursuivrons pas sur une voie qui a abouti à une conclusion prévisible, en l'occurrence plus de violence, plus de terrorisme et la menace réelle que l'Iran se dote de l'arme atomique, dit-il. C'est pourquoi je demande à mon administration de travailler en étroite collaboration avec le Congrès et nos alliés pour se pencher sur les nombreuses imperfections de cet accord et faire en sorte que le régime iranien ne puisse jamais menacer le monde avec des armes nucléaires. Comme nous l'avons vu en Corée du Nord, plus nous ignorons une menace, plus la menace devient importante.
Le président américain n'exclut pas d'annuler tout simplement l'accord sur le nucléaire iranien si aucune solution n'est trouvée avec le Congrès. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve un peu plus tard dans la nuit pour l'édition Synthèse. À bientôt. Bientôt, la rentrée académique 2017